Voilà. Voilà, je te laisse la parole, Benoît. Allez, je commence. Bien, bonjour à tout le monde. Je suis Benoît Mousserin, je suis chargé d'études chez Serre France des Savoies plus spécifiquement pilote des études et références sur les Serre France de Rhône-Alpes. Donc Serre France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil d'expertise comptable qui est assez connu côté agricole, mais pas que. Du coup, on produit des études, des observatoires sur différents types de domaines et notamment celui-ci sur la filière ETF, dont c'est maintenant la le cinquième résultat, la cinquième année sur laquelle on présente les éléments. Donc voici comment ça va se dérouler. D'abord un petit point méthodologique sur cette étude-là. Après, je vous montrerai un comparatif entre les différents groupes qui rentrent dans le cadre de cette étude. Et enfin, pour les personnes qui ont participé à l'étude, vous verrez à la fin l'exemple du comparatif individuel que vous allez recevoir prochainement. Donc, sur un petit point méthodologique pour commencer, déjà, qu'est-ce qu'un observatoire? Donc, un observatoire, l'objectif, c'est de disposer d'indicateurs pour rendre compte de la situation économique d'une filière, donc en l'occurrence ici la filière ETF, et si possible sur différents profils d'entreprise. Voilà. Le but, c'est de suivre ces indicateurs dans le temps, sans les faire bouger en permanence, mais juste de suivre année après année comment ils évoluent. Et donc, potentiellement, quand on a des analyses de groupe, de proposer un comparatif individuel afin que chacun puisse déceler ses marges de progression en se comparant avec des profils d'entreprise qui sont proches. Comme les autres années, donc on est parti sur une collecte de données comptables via deux sources. Alors nous, on a des clients qu'on suit en comptabilité chez nous, chez Serre France, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'autre source, c'était via Fibois, donc pour les personnes qui sont pas clientes Serre France, les personnes qui étaient intéressées pour participer à l'observatoire ont pu nous envoyer leur comptabilité et donc on a pu les intégrer dans cet observatoire-là. Donc pour ça, c'est une grille de collecte d'environ 70 variables qui sont demandées. Donc la charge produit, les soldes intermédiaires gestion, donc quelque chose d'assez classique au niveau comptable. On écarte certains critères parce qu'on veut se concentrer surtout sur la partie service et quand on dit service, la partie abattage-débardage. Voilà, donc on a fixé un seuil avec Fiboin de minimum de 50% de taux de spécialisation service, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires service représente au moins 50% du chiffre d'affaires total de l'entreprise. Et donc par service, on entend l'abattage et le débardage. Et contrairement aux 2 dernières années, cette année, il n'y a pas eu de collecte de données extra-comptables petites factures. Donc c'était assez utile de faire ça pour notamment connaître les mètres cubes, donc en ressaisissant les factures. Le problème, c'est que c'était très chronophage et que en plus, du coup, le temps de collecte, le temps de ressaisie des factures, etc., faisait que on avait très peu d'ETF qui rentraient dans l'échantillon, ce qui fait qu'on avait une représentativité assez faible. Donc cette année, l'accent a plutôt été mis sur le fait d'avoir un échantillon un peu plus représentatif d'entreprise, mais on rentre moins dans le détail, on est plus sur de la donnée économique et on n'a pas des critères, par exemple, de rentabilité au mètre cube. Voilà. Et donc concrètement, combien ont été étudiés cette année? Donc chez Serre France en comptabilité, donc dans les Serre France d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a 153 ETF en théorie. Donc par ETF, on entend les codes NAF, donc 0, 2, 10, 20, 40. Dans la réalité, il y a on sait qu'il y a des mauvaises codifications NAF, donc ça a été un peu exclu. Il y a 20 envois qui ont été faits par les différents Fibois en Auvergne-Rhône-Alpes. Et à la fin, il y a quand même plusieurs critères qui font qu'on ne garde pas tout le monde. Donc, j'ai parlé de la mauvaise codification NAF. Il y a aussi, j'en ai parlé juste avant aussi, les ETF qui sont pas spécialisés services. Donc, par exemple, pour lesquels le bois bûche a une part importante, représente une part importante du chiffre d'affaires. On a enlevé les ETF avec moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires pour se concentrer sur une activité, on va dire, professionnelle. Par professionnel, j'entends dans le sens sur l'intégralité de l'année. On a écarté aussi les ETF pour lesquels on n'a pas la comptabilité 2023.
puisque là, c'est les comptabilités 2024 qui sont regardées. Mais ça ne veut pas dire, enfin, ces ETF-là auront quand même leur fiche individuelle, j'y reviendrai plus tard. On a écarté après les exercices de différents 12 mois, les années de création de ces actions, etc. Donc, il y a beaucoup de critères qui font que potentiellement un dossier peut être écarté. À la fin, ça nous fait 89 ETF dans l'échantillon d'études, dont 12 en source FIBOIS. Donc, c'est bien 12 FIBOIS, mais par contre, pour toutes les personnes qui nous ont envoyé, il y aura bien 20 fiches d'édité. Hein. C'est 12 qui, pour des raisons statistiques, peuvent être exploitées. Par contre, les 8 autres n'ont pas pu l'être, mais on pourra quand même produire des fiches individuelles. Et donc, on a, comme les précédentes années, scindé les ETF en 3 grands groupes, et même 4, vous verrez. Donc, on a toujours les abatteurs manuels, les abatteurs débardeurs et les abatteurs mécanisés. Et le fait d'avoir un groupe important en abatteurs débardeurs, ça nous a permis de scinder en fonction de classes de chiffre d'affaires. Donc ça, j'y reviens dans peu de temps. La représentativité, enfin plutôt la répartition géographique de ces ETF-là, vous la voyez ici. Donc le gros des troupes, c'est plutôt côté Haute-Loire. On a 31 ETF dans l'échantillon. Et donc ce que je vous ai mis en dessous, hein, c'est donc ce qui m'a été fourni par Samuel, c'est le nombre d'adhérents FIBOIS. Voilà. Sur ces différents départements. Donc sur certains départements, on est plus représentatif que d'autres, mais voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est très majoritairement côté Haute-Loire, et après on a des ETF quand même qui quadrillent à peu près tout le territoire, puisqu'on en retrouve dans le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Ain et l'Isère, pour parler des plus gros secteurs. Une précision, c'est pas le nombre d'adhérents FIBOIS, c'est le nombre d'entreprises présentes sur chaque département. Voilà. Ah ok, pardon, c'est pas le nombre d'adhérents. Ah oui, donc c'est le nombre total d'ETF déclarés. Ok. Très bien, voilà, ça c'était sur la première partie méthodologique. Maintenant, si on rentre dans le détail des comparatifs groupes, donc comme je l'ai dit, il y a historiquement 3 groupes. Donc abatteurs manuels, ce sont les ETF qui font que de l'abattage et qui ne sont pas mécanisés pour cette partie-là. Donc c'est les points jaunes que vous voyez. Donc les points jaunes en ordonnée, hein, c'est le chiffre d'affaires service. Donc bien évidemment, on est plutôt sur des profils d'entreprises qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est les points jaunes que vous voyez. Après, on a les abatteurs débardeurs, où c'est très disparate, hein, où on a des entreprises qui font un chiffre d'affaires relativement faible et d'autres qui ont un chiffre d'affaires très important. Donc, le fait d'avoir une taille d'échantillon assez importante cette année nous a permis de scinder en 2 l'échantillon. Et donc, c'est le trait vert que vous voyez. On a scindé cet échantillon en 2, à savoir donc les entreprises qui font moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires et celles qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, on a le profil abatteur mécanisé. Donc forcément, là, avec des structures plus grandes en termes de taille et aussi en termes de chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires qui va d'à peu près 300 000 euros à 1,5 million. Donc voilà, il y a 3 abatteurs en fait qui sont hors graphique volontairement pour pas que ça écrase en fait le bas du graphique. Mais voilà, donc on a bien ces 13 abatteurs mécanisés qui sont représentés, et ce qui est un nombre bien plus important que les précédentes années. Donc on a pu avoir quelque chose de beaucoup plus représentatif. Alors, je vois un message comme quoi il n'y a pas vous voyez pas forcément mon écran. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Je pense pas. C'est juste quelques personnes. Si on voit bien. Vous voyez bien, ok. Parce que je vois des messages. J'ai vu un message en ce sens. Bon. Monsieur Crétinon, apparemment, vous avez un problème d'affichage, Ouais. c'est ça? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui. Ouais. Oui, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc Ok, pas de souci. j'ai pas d'affichage sur ce que vous présentez là. Alors, vous allez dans, je pense, affichage en haut. Oui. Quand vous cliquez dessus, vous devez... alors, attendez. Est-ce que c'est coché intervenant? Non? Oui, ça l'est, oui. Ouais, non, ça ne changera rien.
Là, j'avoue que je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une idée. Vous voyez pas même dans un petit encadré, un tableau ou quelque chose? Non, j'ai rien du tout. Dans l'affichage, cocher focalisation sur le contenu. Ça devrait améliorer. Et sinon, je vous propose de continuer en message écrit, si ça ne marche pas chez vous, pour qu'on vous trouve une solution pendant que Benoît vous a présenté. Vous pouvez peut-être l'envoyer pour Oui, ceux c'est pour ce que qui je ça ne marche pensais. pas, vu que vous l'avez aussi parallèle. OK. Alors, on continue. Donc, je vois que la question, justement, fait écho à ça. Donc, ça fait une bonne transition sur les structures juridiques. Donc là, cette année, ce qu'on n'avait pas représenté les précédentes années, ou juste à l'oral, là, ça permet de remettre un peu de la dispersion au moins sur les types d'entreprises. Alors, il n'y a rien de bien en termes de structure juridique. Il n'y a rien de bien étonnant quand on voit que côté abatteur manuel, on est quasiment exclusivement sur des entreprises individuelles. C'est la même chose pour les abatteurs débardeurs de moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Par contre, après, pour les abatteurs débardeurs à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, on est à peu près à moitié d'individuels. Donc, individuel, c'est les parties jaunes. Et après, pour les abatteurs mécanisés, là, on est majoritairement sur des sociétés et quand même majoritairement sur des sociétés type EURL ou SAS. Voilà. Donc après, la question là que je vois sur le nombre de salariés, ça c'est pas de façon, on n'a pas de façon très précise le nombre de salariés. Ce qu'on a, c'est des charges salariales. Donc on peut essayer de retomber sur un nombre a priori de salariés, mais on n'a pas le nombre exact de salariés. Pour ça, il faudrait plutôt passer sur des enquêtes. Et en fait, c'est quelque chose d'assez fluctuant, surtout en termes de main-d'œuvre temporaire, potentiellement. Donc voilà. Mais en tout cas, on présente surtout la part salariale côté charge de main-d'œuvre. Et j'y reviendrai un peu plus tard. Ça, c'était sur les structures juridiques. Il n'y a rien de bien étonnant là-dessus. Hein. Après, donc, ça, c'est la partie résultat économique. Donc, pour que ce soit, là, les diapos sont un peu chargés, mais c'est au moins pour que ce soit qu'on voit tout côte à côte, et c'est plus simple après pour reprendre et pour la lecture. Ce que vous voyez, donc la première ligne, c'est le chiffre d'affaires moyen. Donc c'est globalement ce qui a été facturé par les ETF sur une année. Donc avec en colonne de gauche l'année 2023 et en colonne de droite l'année 2024. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, forcément la valeur en tant que telle, elle dépend de la taille de l'entreprise. Donc forcément plus on va vers la droite, là plus on est sur les entreprises qui sont mécanisées, ou en tout cas les plus grosses entreprises, on va avoir un niveau de chiffre d'affaires bien plus important. Mais en face, il y a aussi un niveau de charge plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on a un chiffre d'affaires qui est à peu près stable. Donc, vous voyez, en abattage manuel, on passe de 66 à 67, enfin 66 800 à 67 800. Voilà, donc on est plutôt sur quelque chose de relativement stable. Une petite baisse pour les abatteurs débardeurs avec chiffre d'affaires service inférieur à 100 000 euros. En petite hausse pour les autres abatteurs débardeurs. Et par contre, on a une baisse un peu plus marquée. Donc, même si en pourcentage, c'est pas énorme, moins 3%. Par contre, en valeur, vu qu'on est sur des chiffres d'affaires à près de 800 000 euros, en valeur, ça fait quand même quelques dizaines de milliers d'euros en moins en moyenne. Donc, on verra par contre que là, on est sur des moyennes et qu'il faut bien prendre en considération qu'il y a des grandes disparités dans les échantillons. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, si on voulait schématiser, c'est en gros les produits de l'exploitation moins les charges hors main-d'œuvre. Et pourquoi hors main-d'œuvre? Justement, c'est pour considérer tout de manière égale. Hein, et que donc cette valeur ajoutée, elle sert à payer toute la main-d'œuvre, que ce soit de la main-d'œuvre de gérant ou salarié. Et donc, c'est pour comparer de manière un peu équitable, on va dire, des individuels de structures type société. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que côté abattage manuel, on a une valeur ajoutée qui est en hausse, grâce notamment à la baisse des charges. On y reviendra après.
Pour les abatteurs débardeurs avec des petits chiffres d'affaires, donc là, il y a plutôt une relative stabilité des charges et produits. Pour les autres abatteurs, on est sur des produits qui progressent plus que les charges. Voilà. Donc, à mettre voilà, avec le côté chiffre d'affaires en plus. Et enfin, pour les abatteurs mécanisés, on a une baisse de la valeur ajoutée qui est à mettre en lien direct avec la baisse de chiffre d'affaires, mais aussi avec la hausse des charges. Et ça, pareil, on y reviendra plus tard. L'efficacité économique, ça c'est un indicateur enfin plutôt type ratio qu'on peut regarder. C'est donc la valeur ajoutée sur produit, et si on veut l'interpréter, donc la valeur ajoutée sur produit, par exemple la valeur ajoutée sur produit de 33% pour les abatteurs mécanisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait pour 100 euros de chiffre d'affaires, il y a donc 100 moins 33, donc ça fait 77 euros de charges qui ont été engagées. Voilà. Et donc l'année précédente, c'était 75 euros, donc 100 moins 35, 75 euros de charges qui ont été dépensées. Donc ça permet de rendre compte cette efficacité économique, de suivre en fait la cohérence, on va dire entre guillemets, entre le chiffre d'affaires et le poids des charges. Voilà. Et donc, ce qu'on peut voir surtout, c'est que souvent, c'est quand même ce qu'on peut voir, c'est que les entreprises les plus grosses vont avoir une efficacité plus faible, mais elles vont faire des volumes plus importants. Donc, au final, à la fin, c'est aussi une stratégie volume. Et par contre, les entreprises plus petites, type abattage manuel, là, il y a une nécessité d'avoir une efficacité économique qui est importante. Donc là, si on prend l'exemple des abatteurs manuels, on est à une efficacité à 52%. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près, pour 100 euros de chiffre d'affaires, il y a à peu près la moitié, donc 50 euros de charges qui ont été engagées. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, à quoi ça sert aussi tout ça? Donc là, c'est global, mais on a surtout regardé le détail du compte de résultat. Là, on est resté très global côté produit et côté charge. Maintenant, si on regarde dans le détail, alors il y a moins de choses à dire côté produit parce que par définition, c'est ce que je disais en introduction, on s'est intéressé aux entreprises qui font très majoritairement de la prestation de services. Voilà. Donc globalement, le produit correspond en très grande masse aux produits prestation de services, abattage, débardage. Voilà. Donc là, ça suit les tendances que j'ai présentées à la partie précédente. Et par contre, ce que vous voyez après sur le deuxième graphique, sur la droite, c'est comment on a scindé les comptes d'entreprise, comptes de résultats, voilà, dans les grandes masses qui sont intéressantes à étudier. Donc, on a les achats de bois, on a la partie carburant lubrifiant, qui est un poste important pour les mécanisés, mais qui l'est aussi en poids pour les abatteurs manuels. On a la partie entretien matériel et outillage. Après, on a un poste investissement global où en fait on va distinguer quand même les locations crédit bail et les amortissements. Donc là, amortissement d'investissement. Ensuite, on a la partie main-d'œuvre. Donc là, la main-d'œuvre, elle regroupe les salaires, elle regroupe la MSA aussi. Voilà. On a la sous-traitance pour ceux qui font de la sous-traitance. Et après, des charges fixes qui sont quand même intéressantes d'avoir, de regarder, que ce soit en comparatif ou en évolution. On a les assurances, les honoraires, les impôts et taxes. Et après, on a tout ce qui reste dans un paquet autres charges. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire de tout ça, globalement, les gros postes. Donc le gros poste comme sur tous les groupes, on est le poste main-d'œuvre et la partie investissement, donc à peu près à part égale, si on prend amortissement plus crédit bail. Voilà. Et donc si on regarde le résultat courant, donc produit moins charge, on est sur 14 200 euros. C'est en hausse par rapport à 2023. Alors plus 32%, on a l'impression que c'est une hausse exceptionnelle. Donc c'est 32%, on était sur 11 000 euros en 2023, donc c'est quand même une hausse, mais voilà, le pourcentage fait penser que c'est une hausse bien plus conséquente, mais c'est parce qu'on est sur des montants relativement faibles. Voilà. Mais globalement, donc on est en moyenne sur des résultats positifs, et je vous montrerai dans quelques diapositives justement la répartition de tous les ETF qui sont étudiés.
Si on regarde maintenant le second groupe, c'est-à-dire les abatteurs-débardeurs de moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, pareil, un produit, on en a déjà parlé. Et côté charge, on va retrouver les mêmes choses que vues précédemment, sauf peut-être avoir de manière un peu plus marquée les tendances de baisse côté carburant lubrifiant, puisque en 2023, on avait encore des cours des carburants qui étaient très élevés. Il y a eu une baisse quand même assez notable en 2024, même si ça reste sur des niveaux importants. Et après, sur ce groupe-là, comme sur les autres, les premiers postes, c'est main-d'œuvre et amortissement. Voilà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une légère baisse, une légère augmentation des charges, mais une légère baisse du résultat courant. On est sur un résultat, moins 11%. Là, c'est un résultat qui reste globalement à peu près au même niveau qu'en 2023. Pareil, on verra après comment ça se répartit entre les différents ETF. Ensuite, sur les abatteurs débardeurs un peu plus gros, on va dire, ou en tout cas avec plus de chiffre d'affaires. Donc là, on a ce qu'on peut retenir. Donc là, on passe sur des niveaux bien plus importants en termes, en euros, enfin en valeur, hein, voilà, que ce soit en carburant, en charge d'entretien, en charge d'amortissement et de main-d'œuvre. Mais donc à mettre en relation avec la taille des entreprises. Et globalement, ce qu'on peut voir cette année, c'est qu'on a une hausse des frais d'entretien. Alors les frais d'entretien, ça peut aller très vite en fonction des ennuis sur une année, mais globalement, alors il y a ça, mais il y a aussi globalement la hausse du coût des frais d'entretien et qui est non négligeable, et je pense qu'il y a été une réalité aussi dans vos métiers. On a aussi une hausse des amortissements et de la main-d'œuvre, donc peut-être à mettre en phase avec une potentielle phase de développement de beaucoup d'entreprises dans cette typologie-là. Voilà. Puisqu'on a aussi en parallèle une hausse du chiffre d'affaires. Et enfin, sur la partie abattage mécanisé. Donc abattage mécanisé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Côté gauche, on a une baisse côté prestation de service. Voilà, donc un ralentissement côté activité. On retrouve ici, alors de manière beaucoup plus marquée, puisque c'est un poste important, la baisse en termes de charge de carburant et lubrifiant, de manière assez importante. Par contre, une hausse importante des frais d'entretien. On passe de 90 000 en moyenne, 90 000 euros à 107 000 euros en moyenne. Après, en termes d'importance, là, on voit que le crédit bail sur ce groupe-là est largement supérieur aux amortissements. Voilà, donc c'est même le seul groupe où on a un crédit bail qui est vraiment très important, et donc c'est à mettre en relation jusqu'à maintenant les modes de financement privilégiés pour les abatteuses. Voilà, et donc si on somme avec les amortissements, on reste quand même sur le principal poste, hein, sur cette partie investissement. On a la part main-d'œuvre qui est importante également, hein, où là on est à peu près à 190 000 euros. Voilà, donc globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une baisse importante. Là encore, attention aux chiffres, donc pour deux raisons. C'est que moins 65%, c'est par rapport à un résultat courant, alors qui était quand même, ça fait quand même une perte non négligeable d'à peu près 20 000 euros. Donc par rapport à 2023, mais c'est surtout qu'il y a une forte disparité des résultats, et ça, on y reviendra juste après. Et donc là-dessus, je m'arrête juste parce que je vois qu'il y avait des questions, mais que j'ai pas traitées. La main-d'œuvre couvre le salaire du gérant. Oui, pour les gérants qui sont salariés de leur propre structure. Voilà. Donc ça couvre bien ça. Et vous dites que vous venez de donner la réponse, donc c'est bon, je ne vais pas y répondre. Ok. Ça, c'était donc sur voilà, en moyenne, globalement. Donc, c'est important de regarder les moyennes parce que c'est la tendance globale. Par contre, on est sur des échantillons qui restent quand même globalement petits. Donc, maintenant, c'est important aussi de regarder la dispersion de tout ça. Donc, si on regarde la dispersion, ici, ce que vous voyez, les barres, les différentes barres, donc les 4 barres que vous voyez le plus à gauche,
ce sont les entreprises qui ont un résultat courant qui est négatif, donc qui ont plus de charges que de produits. Voilà, et donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà sur les profils peu ou pas mécanisés, on va dire sur les 2 premiers groupes, en fait, il y a très peu d'ETF qui ont un résultat courant négatif. Voilà. Il y a 14% des abatteurs manuels, 5% des abatteurs débardeurs à moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc déjà, ça c'est un premier enseignement, enfin une première vision qui est très positive. Et après, le gros, on se retrouve plutôt entre, voilà, aux alentours comme la moyenne en fait, voilà, aux alentours des 10-15 000 euros. Et on a quand même un nombre non négligeable qui ont un résultat de plus de 20 000 euros. Sachant que ici, ce sont majoritairement des individuels. Donc, il faut comparer aussi ce qui est bien comparable. Mais donc, ce résultat courant doit servir à rémunérer le gérant. Et ensuite, on a sur les entreprises plus mécanisées, et notamment les abatteurs mécanisés. C'est en ça que je vous disais qu'il faut faire attention avec la moyenne qui était présentée avant, parce que c'est une moyenne qui fait une moyenne de un nombre très important de structures qui ont un résultat courant négatif. Donc, oui, il y a 38% des structures de l'échantillon qui ont un résultat courant négatif. Donc, encore une fois, plus de charges que de produits. Et à l'opposé, on a à peu près la même part qui ont un résultat courant, on va dire, beaucoup plus important, à plus de 60 000 euros. Voilà, donc à mettre en relation avec la taille de l'entreprise. Mais donc, ça illustre quand même cette dispersion, le risque lié au poids de l'investissement avec les structures qui sont plus mécanisées, et notamment les années plus compliquées où il y a quand même un besoin, enfin il y a quand même des charges fixes qui sont très importantes sur ces structures, que ce soit le poids de l'investissement, que ce soit la main d'œuvre, et donc forcément les années où il y a moins de rentrée d'argent, forcément on a plus rapidement des baisses notables de chiffre d'affaires sur ces structures-là. Voilà. Ensuite. Pour regarder un autre aspect, parce que là, le résultat courant, on est quand même sur un aspect comptable, c'est-à-dire qu'on intègre les amortissements et pas les annuités réellement payées sur les structures. Voilà. Si on regarde vraiment ce qu'on a en trésorerie, on a une question sur le résultat négatif. Sur le résultat négatif, est-ce que le nombre de jours travaillés a été étudié? Non, c'est une possibilité vu que voilà, c'est ce qu'on voit la partie prestation de service, on a une baisse en chiffre d'affaires global. Alors le nombre de jours travaillés, ça du coup, ça serait du déclaratif qu'il faudrait éventuellement demander. Alors après, c'est vrai que pour les très mécanisés, potentiellement que ça peut être peut-être en jours, en heures d'utilisation. On avait essayé de le faire. Essayé de le faire en 2020, le nombre de jours travaillés, donc du déclaratif, au même titre que le volume. Et en fait, ça avait donné des résultats un peu aberrants. Et du coup, on avait voulu écarter tout ce qui était déclaratif, justement, pour éviter des biais d'interprétation. Voilà. En tout cas, c'est une hypothèse qui peut expliquer cette baisse de chiffre d'affaires. Et donc après, si on regarde plutôt la partie vraiment flux en trésorerie, donc la trésorerie nette globale qu'on regarde, donc en gros c'est le disponible, donc ce qu'il y a à la banque, si on veut schématiser, plus les créances, donc c'est-à-dire que à la date du bilan, on regarde ce qui va rentrer bientôt et on enlève les dettes court terme. Voilà. Donc globalement, c'est une trésorerie. Si l'activité devait s'arrêter sous peu, voilà, c'est à peu près ce qu'il y aurait en trésorerie sur les structures. Globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle reste positive en moyenne et globalement stable. Donc pour les abatteurs manuels, on est aux alentours des 26 000 euros. On est aux alentours des 30 000 euros pour les abatteurs débardeurs de moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. 68 000 euros pour l'autre groupe abatteurs débardeurs et 144 000 euros pour les abatteurs mécanisés. Donc ça, bien évidemment, il faut le mettre en relation avec l'importance des charges. Hein. Et justement, donc là où c'est intéressant, c'est la deuxième ligne, c'est de regarder cette trésorerie-là, combien elle couvre de mois de charges. C'est-à-dire que si demain l'activité s'arrête, combien cette trésorerie permet de payer. Alors c'est totalement théorique, hein, mais ça rend compte notamment quand même
de la souplesse qu'a l'entreprise. Voilà, ce qu'on voit, c'est que pour les groupes peu mécanisés, là encore, on est plutôt sur quelque chose d'assez bon, puisqu'on est aux alentours des 7 mois de charges qui sont assurées par la trésorerie. Au côté abatteur débardeur, à gros chiffre d'affaires, on est à 4,5 mois. Et côté abatteur mécanisé, pour le coup, même si la trésorerie en affichage est beaucoup plus importante, par contre, 144 000 €, ça ne couvre que, entre guillemets, 2,5 mois de charge. Voilà. Donc, c'est quand même aussi à avoir en tête. Et après, sur le taux d'endettement, donc le taux d'endettement, c'est calculé pareil en fonction du bilan. Donc, c'est à la date de clôture. Si on regarde les dettes de l'entreprise sur le passif total. Et globalement, on est sur des taux d'endettement qui sont plus importants pour les mécanisés, sans trop de surprises. Hein. Et un peu plus globalement faible pour les manuels, où on est à 36% de taux d'endettement quand on dépasse les 50% pour les deux groupes les plus à droite. Voilà, et donc pareil, ça ce sont des moyennes. Et si on regarde la dispersion de cette trésorerie, globalement, c'est à peu près ce qu'on voyait sur le résultat courant, c'est-à-dire que ce qu'on peut noter, donc c'est sur la partie tout à gauche, c'est les entreprises qui ont une trésorerie négative. Voilà, c'est-à-dire que si demain ça s'arrêtait, elles sont pas en capacité de forcément de payer leurs dettes court terme, donc c'est quand même assez problématique. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui ont des trésoreries négatives. On reste comme tout à l'heure aux alentours des 15%. Par contre, sur le profil mécanisé, c'est pas ça, c'est 30%. Donc c'est quasiment un tiers des entreprises qui a cette difficulté de trésorerie. Et si on regarde à l'opposé, on a quasiment le reste, hein, qui pour le coup a une trésorerie plutôt pas très importante forcément, mais en tout cas supérieure à 100 000 €, donc qui est quand même à mettre en relation avec la taille d'entreprise et le besoin en fonds de roulement de ces structures-là, mais globalement des trésoreries beaucoup plus confortables. Voilà, donc ça redit que la moyenne de tout ça n'est pas forcément bien à prendre en compte. Ce qu'il faut plutôt regarder, c'est cette part d'entreprise qui est avec une trésorerie négative. C'est ça qu'il faut plutôt regarder. Et voilà, donc c'est plutôt ça qui peut être inquiétant sur certaines structures, notamment dans le cas de baisse chronique d'activité. Voilà. Mais globalement, si on écarte cette partie-là, ça illustre ici aussi le bon niveau de trésorerie globalement chez les ETF. Voilà. Alors, avant de passer à la suite, je vais regarder les questions. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Oui. Le chiffre est doublé par rapport à la réalité pour un. Donc, si je comprends, c'est alors si on reprend, vous parlez de Monsieur Crétinon du coup de le chiffre d'affaires, donc les 64 000 €. Peut-être la trésorerie. Monsieur Crétinon, si je ne sais pas si vous parlez, mais la trésorerie. Ok, c'est bon. Le chiffre est doublé. Alors, c'est le fait que peut-être que en fait dans c'est chez les abatteurs manuels où on a le plus d'entreprises d'entreprises individuelles, donc des non-salariés. Oui. Voilà. Et donc c'est effectivement, comme tu l'as précisé tout à l'heure, c'est aussi alors je ne sais pas si ça influe sur la trésorerie du coup. Parce que la trésorerie va permettre de payer non, la trésorerie, c'est ce qu'il y a vraiment au bout. Donc là, on a eu les prélèvements. Les prélèvements sont faits. Autant quand on présente le résultat courant, il n'y a pas les prélèvements qui sont faits. En trésorerie, il y a les prélèvements privés qui ont été intégrés. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si je comprends pas trop la question si le chiffre est doublé. Le chiffre est celui issu des comptabilités. Hein, donc, oui, c'est ça. Ouais. Et pour les trésors négatifs, est-ce qu'on a des délais de paiement moyens? Pas forcément, par contre, ce qu'on peut regarder,
Ce que je pourrais regarder, c'est le poids des dettes court terme peut-être aussi, ou des entreprises qui qui peut illustrer une autre façon c'est une autre façon d'illustrer la difficulté. Et après, les délais de paiement moyens, je ne pense pas pouvoir l'avoir comme ça. Pareil, ça, ce serait du déclaratif avec tous les biais que ça peut comporter. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, ou alors je déroule la suite et puis on peut faire aussi, vous pouvez faire à l'oral aussi si vous le souhaitez, enfin, avant qu'on passe à la dernière partie. Pensez juste à activer vos micros. Bon, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. On pourra y revenir en tout cas. Donc là, globalement, c'était présenter la partie vraiment observatoire. Et donc, l'intérêt de tout ça, un des intérêts de tout ça derrière, c'est aussi de manière individuelle de pouvoir se comparer aux groupes qui ont été présentés. Voilà. Et au-delà du comparatif, c'est aussi de mettre en forme, chose que vous avez peut-être pas forcément, mais de remettre en forme vos résultats économiques en fonction avec les mêmes critères et les mêmes indicateurs que j'ai présentés précédemment. Et donc, pour les personnes qui vont participer année après année à cet observatoire, c'est aussi de pouvoir suivre dans la durée avec ce type de présentation-là. Voilà. Donc, globalement, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une fiche individuelle qui soit faite, qui reprend les indicateurs vus précédemment, donc à savoir valeur ajoutée, efficacité économique, le compte de résultats détaillé, le résultat courant, la trésorerie, l'investissement, l'endettement, etc. De pouvoir se comparer avec les moyennes de son groupe, et de se comparer même à ce qu'on peut appeler un quart supérieur, donc voilà les entreprises les plus performantes du groupe sur le critère valeur ajoutée sur produit. Alors sachant que c'est pas forcément sur toutes les typologies qu'on peut faire ça, parce qu'on reste quand même sur des tailles d'échantillons relativement faibles, et donc quart supérieur, c'est-à-dire que si on prend 25% des entreprises qui s'en sortent le mieux, sur certains groupes, on arrive à très peu d'entreprises et à la limite presque du secret statistique. Donc voilà. Donc l'idéal, ce serait d'avoir encore davantage d'entreprises dans les prochaines moutures pour pouvoir vraiment avoir un quart supérieur un peu plus fiable, on va dire. Mais globalement, c'est ça. Donc visuellement, c'est ce que vous voyez sur la droite. Et donc globalement, voilà, un exemple de fiche et d'interprétation. Alors les chiffres ici sont fictifs, mais voilà, Monsieur XXX, ça va recevoir sa fiche, donc en participant à l'observatoire. Et donc, le premier intérêt, c'est justement de remettre en forme ces chiffres comptables avec les indicateurs que j'ai présentés, donc de reprendre le chiffre d'affaires moyen, la valeur ajoutée moyenne, l'efficacité économique, dont j'ai déjà parlé, son taux de spécialisation service, mais ça, peu importe. Et donc, de se dire, ici, par exemple, si on prend ce cas de figure, on a un chiffre d'affaires qui est largement supérieur, mais on a une valeur ajoutée à peu près similaire. Donc, on peut se dire, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Dans la suite de la fiche, on a la partie détail charge produit. Et donc, pareil, ça permet notamment de remettre en forme, par exemple, les frais de mécanisation. Ce que vous voyez là, le premier gros rectangle rouge, c'est les frais de mécanisation, de remettre tel quel ces chiffres à soi issus de sa comptabilité. Voilà. Et donc là, de pouvoir analyser peut-être que on a peut-être une problématique côté carburant, entretien, amortissement, alors peut-être un surdimensionnement mécanique. Alors bien évidemment, là, c'est un exemple d'interprétation. Là, chacun après peut faire son... donc là, il n'y a pas vraiment d'entreprise derrière ça, mais voilà, c'est juste histoire de dire, quels sont les leviers en fait sur lesquels il y a une grande différence par rapport au groupe. Alors il y a peut-être des choses qui s'expliquent. Par exemple, un investissement récent fait que on va avoir des amortissements ou une valeur de crédit bail par exemple qui va être importante. Ou alors là, par exemple, 20 000 € de frais d'entretien, c'est peut-être une casse importante sur du matériel cette année-là. Voilà. Mais donc, ça permet aussi de déceler un peu les points de fragilité
Et par exemple, je sais pas moi, voilà, j'ai mis aussi en parallèle, on peut avoir peut-être quelque chose sur côté assurance en disant, bah voilà, est-ce que c'est lié à un événement particulier? Est-ce que ça peut être une base de négociation aussi auprès de son assureur? Enfin, voilà, il y a plein de choses qui permettent de se dire que on a une interprétation et quelque chose à plat comme ça qui peut être fait de manière très factuelle. Voilà. Et donc, de manière très pratico-pratique, il y a 113 comparatifs qui vont être édités. Donc, pourquoi 113 mais pas 89 comme je vous ai présenté qui correspond à l'échantillon global? C'est que en fait, il y a, comme je disais, il y a des exploitations qui sont sorties pour X ou Y raisons, mais qui ont quand même, notamment les entreprises qui sont passées par Fibois pour nous envoyer notre comptabilité. En fait, pour certaines raisons, les entreprises n'ont pas pu être gardées. Par exemple, il n'y avait pas une comptabilité suffisamment détaillée, ou alors il y avait un taux de spécialisation trop faible. Il y avait, je sais pas, bon, diverses raisons. Il n'y avait pas la plupart du temps, c'est aussi qu'on n'avait pas le 2023. Voilà, on avait que sur une année. Donc, globalement, on peut quand même éditer les fiches pour ces entreprises-là, et ça va être fait. Donc, ça fait 94 fiches côté Serfance et ça fera 19 fiches côté adhérent Fibois non client Serfance. Voilà. Et donc là, ces fiches-là, ce qu'il faut bien, je l'ai pas dit encore, mais c'est important, c'est qu'il n'y a aucune donnée individuelle qui sort du cadre de cette étude. Donc ces fiches seront transmises par moi-même en direct. Ça passe pas par vos contacts Fibois et aucune autre personne n'aura connaissance de cette fiche. Voilà. Et globalement, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été présentés, si on voulait synthétiser sur ce qu'on observe cette année, donc on est sur un échantillon plus important cette année, donc de près de 100 entreprises. Voilà, donc on perd le côté rentabilité mètre cube, voilà, et ce côté assez précis qu'on pouvait avoir avec les volumes. Par contre, ce qu'on gagne, c'est qu'on a un peu plus d'entreprises participantes, du coup. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Et donc, après, sur les résultats 2024, hormis les abatteurs mécanisés, on a une situation qui est globalement stable en 2024 par rapport à 2023. Et si vous voulez schématiser, c'est plutôt grâce à un maintien du chiffre d'affaires et une faible progression des charges. Voilà. Et donc, pour les entreprises en abattage mécanisé, globalement, on a des résultats qui sont en baisse, notamment en raison d'un ralentissement du chiffre d'affaires. Donc, une hypothèse qui a été évoquée, c'est moins de jours travaillés. Mais voilà, donc, et on a aussi une progression importante des postes de charge, notamment côté entretien matériel. Donc, il y a quand même un tiers des entreprises qui a des résultats supérieurs à 60 000 euros. Mais on a aussi un tiers qui a des résultats négatifs. Voilà. Et côté trésorerie, c'est le même constat. On est sur un constat avec des trésoreries plutôt bonnes, hormis pour les entreprises mécanisées, ce qui illustre le risque financier plus important sur les structures, puisque le poids de l'investissement, il nécessite de maintenir un chiffre d'affaires conséquent pour faire face aux charges fixes, notamment main-d'œuvre et remboursement des emprunts. Voilà, c'en est fini. Si vous avez des questions, c'est encore temps. J'ai une question qui était posée lors de l'enquête, enfin de l'inscription. Oui. On me dit il serait bien qu'une situation précise des entreprises soit faite par département, type d'entreprise, prix du cube, etc., avant de parler de la situation des entreprises de la région. Alors ça, tout simplement, il y a deux choses. La première chose, c'est que pour des raisons statistiques, les résultats par département, on a déjà testé en 2020 et malheureusement, on n'a pas assez de données par département. Alors, j'invite toutes les entreprises à participer à l'enquête pour renforcer ces données. Et ce qui nous permettrait, effectivement, on l'avait fait, donc pas par département, mais par massif, ce qui nous semblait plus pertinent. Et voilà, malheureusement, on n'a pas assez de données. Et pour les notions de prix au cube, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, donc sur la base des factures, puisque le déclaratif n'est malheureusement pas fiable. Donc voilà, on ne s'interdit pas de revenir sur les notions de facture, mais il faudra pour ça que les factures soient massivement numérisées. Voilà pour répondre à cette question. Monsieur Bazin, vous avez une question? Oui, bonjour, merci de cette présentation.
C'est intéressant. Moi, j'ai une petite question. Alors, évidemment, c'est des choses qu'on constate un petit peu tous les jours. Le risque des gens qui investissent dans du matériel, c'est souvent lié après avec des choses qui sont associées aux problématiques climatiques. C'est pour ça que ça aurait été intéressant d'avoir au moins un volume d'heures travaillées. Parce que si on prend en référence 2024, vous le dites dans votre résumé, en fait, il y a une perte de chiffre d'affaires. Mais cette perte de chiffre d'affaires, il y a, je sais plus, à un moment donné, je sais plus, dans une fiche, il y a quasiment 40 000 euros de perte de chiffre d'affaires. On peut imaginer que sur les périodes 2024, il y a un lien direct avec ça, quoi. Donc, ça serait quand même pas mal de le relever. Donc, évidemment, l'abattage manuel, à la limite, je dirais, il peut travailler, il peut travailler même s'il pleut, c'est pas trop embêtant. Mais tous les autres, c'est quand même un impact important. Après, il y avait aussi une question sur j'ai repéré pas à 2 ou 3 endroits qu'il y avait une forte augmentation du coût d'assurance. Et évidemment, donc, ce coût-là, c'est quelque chose qui, à un moment, alors je le vois je pense, c'est dans un des tout premiers slides, ça doit être par là. Là, on a le coût Ouais, mécanisé. Alors vous avez dit oui, voilà, le coût d'assurance, il est là, voilà. Bon, pour quelqu'un qui est débardeur moins de 100 000 euros, de passer pratiquement 1 000 euros de plus, c'est quand même c'est pas rien. Donc comment ça s'explique ça? Bon, après vous voyez, vous aviez un 4007 pour voilà, il y a quand même un coût d'assurance. Bon, lui, pas trop. Et après, j'avais une autre question, c'était où est-ce que vous mettez les frais bancaires? Parce que dans la situation des entreprises en difficulté, les frais bancaires s'additionnent. Et donc, du coup, on ne voit pas trop bien où c'est que vous les mettez, là, les frais bancaires, là-dedans. C'est dans les charges diverses, les frais bancaires. Oui. Voilà. Autre charge, donc. Autre charge, oui. D'accord. Oui, en effet. Et donc, ça, les frais bancaires, autre charge, on trouve que ça ou il y aurait Non, il y a d'autres choses. C'est ce qui reste. Après, on va avoir des frais de téléphonie. On va D'accord, avoir, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Voilà. Après, pour revenir sur le côté assurance, moi, ça m'a assez peu surpris, on va dire, parce que, enfin, on l'a vu aussi. Je pilote aussi des observatoires côté agricole, et en 2024, on a quand même une hausse conséquence, justement. Alors 2023 et 2024, de différents frais fixes. Type type assurance, type des frais de prestations de services externes, ce genre de choses. Alors il y a moins de prestations de services externes, mais voilà. Donc c'est aussi lié au contexte d'inflation qu'il y a eu de manière assez importante récemment. Et je pense que voilà, les côtés assurance, on n'a pas été à l'abri de ça. Si on fait un pourcentage, je pense qu'on est à peu près sur le même pourcentage sur les différentes hausses. Tout le monde, en effet, en hausse d'à peu près de pas quand même pas 1 000 euros, mais pas loin sur certains profils, ouais, en moyenne. D'accord. Ok. Ouais, j'avais noté aussi un truc mais là, c'est au début, c'est sur l'abattage manuel. J'avais trouvé que le niveau de rémunération, enfin, si on considère main-d'œuvre et puis résultat courant, la main-d'œuvre, donc, on peut considérer que c'est la rémunération du bûcheron, ou c'est uniquement une prestation payée? Là, c'est plutôt MSA et alors vu qu'on est majoritairement sur des individuels, c'est la MSA et potentiellement les salariés qu'il peut y avoir ou des apprentis ou voilà. C'est mais le salaire en tant que tel du gérant dans une structure individuelle, non, il est à côté, quoi. Ah oui. Ok. Il est dans le résultat. Et pour revenir sur la question du temps, voilà, c'est que vraiment, on ne sait, on en a beaucoup discuté au fil des observatoires, savoir comment intégrer le temps. Est-ce qu'on devait calculer en ETP? Est-ce qu'on devait calculer? Le problème, c'est qu'on va avoir une forte diversité, effectivement, de temps passé d'une entreprise à l'autre en fonction s'il n'y a que les chefs d'entreprise dans l'entreprise ou s'il y a les salariés.
et on l'a observé donc en 2020, oui, des temps déclaratifs qui, en fait, nous donnaient des résultats un peu aberrants en termes de rentabilité. Certains ont tendance à sous-estimer, d'autres à surestimer le temps. Et donc, du coup, ça donnait rien de comparable. Ok. Mais bon, on s'interdit rien, hein. Donc, si on trouve une solution pour évaluer ce temps, on avait parlé aussi que les temps sont... on a effectivement des compteurs de temps sur les machines, mais malheureusement, ça ne tiendrait pas compte du temps qui est passé par les salariés à l'entretien, etc. et à d'autres activités annexes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'ai une remarque qui n'est pas une question, parce que comme j'allais dire, la FNEDT nous fait le plaisir de participer à ce webinaire, et puis qu'on avait aussi, et je crois on a toujours des collègues des autres régions, j'allais dire, je crois que savoir qu'on est encore la seule région à faire cet observatoire, et j'appelle, j'allais dire, depuis longtemps les autres régions à suivre notre chemin avec le concours de Serre France ou pas d'ailleurs, mais je pense que c'est quand même plus simple pour justement accroître notre échantillon parce qu'en fait, voilà, notre observatoire, il a quand même un certain nombre de failles, évidemment, ne serait-ce que par la faiblesse de l'échantillon, puisqu'on a une centaine de parties prenantes alors qu'on a 1200 ETF en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je pense que si on pouvait être plus nombreux et plus de participants ETF dans cet observatoire aussi chez nous, hein, je vais dire, je balaye devant notre porte en Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait faire mieux. En tout cas, voilà, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant dans le pilotage des entreprises et Benoît l'a montré, notamment par rapport à certaines catégories, la dispersion. Voilà l'avantage d'avoir les fiches individuelles, de pouvoir se faire accompagner avec des pistes d'amélioration. Je pense que ça peut qu'être bénéfique pour le métier, quoi. Voilà, mais je laisse la parole. Aldric? Oui, je voudrais remercier effectivement Fibora pour cette analyse et le CERF France pour cette analyse extrêmement intéressante, hein. Je pense que nous, voilà, j'avais déjà utilisé régulièrement les analyses précédentes, donc on va continuer à l'utiliser. Je pense que M. Bazin et Mme Tron sont parfaitement d'accord avec moi sur l'intérêt de cette analyse économique. Madame Feuillade, on vous remercie encore, Fibora, pour ce travail. C'était une remarque, Samuel, sur l'analyse des coûts de chantier. On a une étude avec le FCBA, auquel d'ailleurs participe Madame Séverine Tron, sur l'analyse précise des consommables, du coût des consommables des machines forestières, alors qui est un peu moins économique que la vôtre, mais quand même très très détaillé, mais qui est spécifique aux engins forestiers. Il serait peut-être intéressant qu'on fasse discuter Monsieur Mousseau et notre collègue du FCBA qui est en charge de l'équipe, non, le responsable de l'équipe du FCBA qui est en charge de cette étude. Peut-être qu'on pourrait encore plus améliorer les données. Voilà. Parce que depuis 3 ans, en fait, on essaye d'étudier la variation du coût des consommables des machines forestières, abatteuses, porteurs et débardeurs. Et donc, avec des chiffres assez précis qui sont, comme vous, issus de bilans comptables et d'analyses précises des trucs. Donc, on commence à avoir des chiffres intéressants. Voilà, ça peut être une idée de complément Ouais. en étant sur un point très précis. Voilà. Après, on pourra rediscuter, Benoît. Si tu es d'accord avec ça, on pourrait voir effectivement. complètement. Ne serait-ce que peut-être faire une présentation conjointe l'un à l'autre du CERF France vers la FCBA et du FCBA vers CERF France. Ça peut peut-être, ne serait-ce que pour la culture de l'un et de l'autre, ça peut servir. Après, il existe un outil qui a été mis en place par les ETF Nouvelle-Aquitaine et qui est maintenant diffusé à tous les adhérents et évidemment tous ceux qui le demandent. Il y a un outil qui s'appelle le calcul du prix de revient. C'est un petit truc très simple. Et des fois, moi, quand je vois ces statistiques, parce que ça me fait mal quand même de voir qu'il y a quand même 30% des entreprises dans l'abattage qui sont en difficulté. Il y a 15% en manuel qui sont en difficulté. Des fois, un petit réajustement du coût de la prestation, une petite évaluation un peu plus pertinente
leur prix de revient leur permettrait de se sortir de ces mauvais passages. Donc là aussi, je pense qu'on aurait peut-être intérêt à communiquer sur ça, puisque moi, je suis ravi de voir qu'il y a encore 1200 entreprises en aura, et je pense que on aurait peut-être un rôle à jouer ensemble là sur le fait que essayer de les rassembler un petit peu et puis leur montrer ces choses-là et parler avec eux. Ça serait peut-être un message qu'on pourrait passer, nous, à la FNEDT, pour faire quelque chose de, comment dire, d'une action collective et d'une action qui pourrait être bénéfique à tous. Voilà. Oui, effectivement, on reste convaincu de toute façon, si on est venu sur l'observatoire aussi, on sait que il y a des difficultés par rapport à ces problématiques, notamment de calcul du prix de revient. Il devrait être fait au moins annuellement, sinon presque mensuellement. Et c'est un peu là où le bas blesse sur beaucoup de nos entreprises, un Oui. peu moins sur les mécanisés qui sont un peu obligés à un moment donné d'aller sur ces notions-là. Certains qui sont très pointus, qui le font à la machine, mais ça reste rare. Et sinon, effectivement, même les abatteurs manuels, c'est ce qui est dommage, c'est ne comprennent pas l'intérêt de calcul du prix de revient et s'obstinent un peu à parler de prix de marché qui n'existe pas en soi. Donc là, je partage complètement votre avis. Ouais. Oui. Non, mais moi je vois là quand je vois des résultats comme ça, et je me dis que en fait les bûcherons en général qui font 60 000 ou 70 000 euros de chiffre d'affaires, c'est des gens qui bossent, quoi. Et c'est vraiment des gens qui bossent. Et quand je vois que derrière ils ont un résultat compte courant de 14 000 balles, je me dis qu'il ferait peut-être bien de regarder un petit peu comme de regarder un petit peu le prix de revient et peut-être essayer de réévaluer. Et ça, nous, on est tout à fait capable au niveau de la FNEDT à fournir ces outils-là et à aider à les former pour qu'ils se les accaparent. Donc, si on a avec vous un relais pour leur communiquer ça, ça serait, je pense, tout à fait bénéfique. Très bien. Mais écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je regarde. Eh oui, tiens, c'est Séverine qui dit que l'observateur FCBA tient compte des heures de machine et des journées de travail. Oui, effectivement. Et en fait, c'est basé, je crois, sur un suivi très plus précis Oui. des heures machines. Ouais. Malheureusement, nous, ça ne représente pas la majorité des entreprises. Non, c'est sûr. Ok. En tout cas, merci pour vos pistes de coopération, là, à la fois sur l'outil prix de revient et puis l'étude FCBA. On va en tenir compte et effectivement valoriser ces deux autres outils en plus de celui-là. Ouais. Ok. Bien, merci Merci à beaucoup. vous. Merci pour cette Merci à vous. présentation. Merci. Si. Ah, Merci, allez, monsieur. merci à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.